Bonjour chers amis, nous revoilà pour un nouvel épisode de notre série des Titans oubliés de l'histoire. Nous sommes toujours à la découverte ou à la redécouverte des géants cachés de notre histoire commune. Et aujourd'hui, nous terminons notre périple autour du panafricanisme avec nul autre que Nelson Mandela. Ce titan pragmatique qui privilégia le compromis au lieu de la révolution. Alors, avant que je ne commence, vous savez, cette petite introduction que je fais toujours, je voudrais dédier en fait cet épisode à ma belle-mère et à ma maman qui est malheureusement décédée, mais à ma belle-mère qui est toujours là et avec qui nous avons eu de grandes discussions et de grands échanges et qui m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle, mais aussi dans mon regard sur certains aspects de la vie et notamment sur des aspects, on va dire, religieux et autres. Et donc j'apprécie beaucoup tout l'apport qu'elle a eu dans ma vie et voilà. Donc cet épisode lui est dédié. Et aussi à ma maman qui est décédée malheureusement depuis très longtemps, mais qui reste à jamais gravée dans mon cœur avec l'enseignement qu'elle m'a apporté, le regard, positif que l'on devra avoir sur l'humanité. Alors maintenant, vous le savez, nous pénétrons à nouveau dans les ombres de notre passé, où la brillance demeure dissimulée par le temps. Aujourd'hui, nous faisons revivre l'héritage de ceux qui ont façonné notre monde, mais qui ont disparu ou qui ont pris un détour de notre mémoire collective. Des laboratoires de scientifiques méconnus aux ouvrages poussiéreux de chercheurs négligés, en passant par des grands hommes politiques et des grands militants sociaux que nous avions vus dans des épisodes précédents, nous avons parcouru effectivement, les continents, les siècles, afin de révéler les vies extraordinaires que l'histoire a oubliées. Mesdames et messieurs, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce dernier épisode de notre série panafricaniste, de notre série des Titans de l'histoire, où nous mettons finalement en lumière les figures emblématiques de cette histoire panafricaniste, dont les récits sont relatés à travers des demi-vérités, des ombres cachées. Aujourd'hui, cette attention que nous portons sur Nelson Mandela, qui était et qui est toujours une figure emblématique du panafricanisme, dont l'héritage est aussi complexe que la nation qu'il a contribué à transformer. Effectivement, Nelson Mandela ne représentait pas uniquement un symbole de liberté pour l'Afrique du Sud, mais également un dirigeant pragmatique qui a su naviguer dans les eaux tumultueuses de la fin de l'apartheid, avec une vision façonnée par les dures réalités du pouvoir et du compromis. Alors que nous plongerons dans le monde complexe de la lutte en Afrique du Sud, où le parcours de Nelson Mandela, passant d'un jeune avocat à une icône mondiale, a été jalonné de sacrifices, de négociations et d'une quête inébranlable dans l'unité. Son leadership a été façonné non seulement par la lutte contre l'apartheid, mais également par le soutien et la solidarité des nations panafricaines, ainsi que par l'inspiration tirée de camarades combattants pour la liberté tels que Martin Luther King Jr. L'histoire de Nelson Mandela est celle finalement du courage et de la concession, témoignant de l'équilibre délicat entre l'idéalisme et le pragmatisme dans la quête de la justice. Aujourd'hui, nous commémorons, comme nous l'avons fait pour Thomas Sankara, pour Malcolm X, pour Patrice Lumumba, pour Martin Luther King Jr., commémorons Nelson Mandela non seulement en tant que héros, mais également en tant qu'individu ayant compris que le chemin vers la liberté est souvent jalonné malheureusement de compromis. Son héritage nous incite à dépasser les mythes et à reconnaître la lutte continue pour une véritable égalité et une justice foncière en Afrique du Sud. Voici l'histoire d'un titan qui a osé envisager la création d'une nation unie, même lorsque ce rêve nécessitait des choix difficiles. Donc, nous vous invitons encore une fois à nous accompagner dans une exploration du passé de l'un des plus grands héros combattants de l'histoire sud-africaine, qui a consacré sa vie à la lutte pour la liberté de l'Afrique du Sud et à l'apport d'espoir à toutes les nations africaines et à leurs descendants.
Alors, chers amis, pour notre préambule de notre ultime épisode de notre série Titan de l'histoire, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la direction du panafricanisme et on va se lancer vers une autre direction dans la série des Titans de l'histoire. Et donc, pour notre ultime épisode sur le panafricanisme, nous nous penchons effectivement sur l'héritage complexe de Nelson Mandela, qui fut et reste toujours une icône mondiale de la liberté, dont les compromis et concessions ont redéfini l'Afrique du Sud, tout en laissant inachever la révolution que beaucoup espéraient. Bien que le rôle de Nelson Mandela dans le démantèlement de l'apartheid soit indéniable, sa présidence a également contribué à maintenir des inégalités systémiques, notamment en ce qui concerne la propriété foncière, afin d'éviter une guerre civile et des réactions internationales négatives. Cet épisode examine finalement les contradictions de son leadership, les alliances panafricaines qui l'ont soutenu, ainsi que les luttes non résolues qui caractérisent l'Afrique du Sud contemporaine. Donc, chers amis, maintenant, pour commencer, nous allons regarder sa jeunesse et son éveil politique. Donc, Nelson Mandela est né en 1918 dans le village rural de Mvezo, situé dans la province du Cap Oriental, au sein de la famille royale Tembu. Élevé à la fois selon les coutumes traditionnelles Xhosas et dans le cadre de l'éducation coloniale britannique, Nelson Mandela fut rapidement confronté aux injustices de la ségrégation raciale et de la dépossession. En tant que jeune homme, il s'est installé à Johannesburg, et où les dures réalités de l'apartheid, les lois sur les passes, les expulsions forcées et l'exclusion économique ont façonné sa conscience politique. La formation juridique de Nelson Mandela lui a conféré une perspective singulière. Il percevait à la fois le pouvoir et les limites du droit dans une société fondée sur le racisme institutionnalisé, similairement à ce que Martin Luther King Jr. a pu expérimenter dans sa jeune vie aux États-Unis, avec la ségrégation qui était en place dans le sud des États-Unis, avec la séparation entre les Blancs et les Noirs. Il adhéra au Congrès national africain, l'ANC, en 1944, cofondant sa Ligue de la jeunesse et plaidant en faveur d'une résistance plus radicale et de masse. Influencé par les mouvements anticoloniaux mondiaux et inspiré par des figures telles que Mahatma Gandhi et par la suite, comme je le disais, le docteur Martin Luther King Jr., l'activisme de Nelson Mandela a évolué d'une forme de protestation pacifique à une lutte armée lorsqu'il est devenu évident que le régime d'apartheid ne céderait pas uniquement par la voie des négociations. Son arrestation en 1962, sa condamnation à perpétuer à Robben Island, firent de lui un symbole de résistance. Cependant, au cours de ses 27 années d'incarcération, la réflexion de Nelson Mandela a considérablement évolué. Il prit conscience que le chemin vers la libération nécessiterait non seulement du courage, mais également des compétences en matière de négociation, de compromis, ainsi qu'une capacité à percevoir le monde à travers le prisme de ses adversaires. Alors nous allons aborder maintenant une partie très intéressante, la révolution négociée et le compromis pour la paix. La libération de Nelson Mandela en 1990 a marqué le commencement d'une transition délicate. L'Afrique du Sud était au bord de la guerre civile. Le gouvernement de l'apartheid dirigé par F.W. de Klerk faisait face à une pression considérable en raison des sanctions internationales et des troubles internes. Le Congrès national africain, bien qu'il soit puissant, donc l'ANC, bien qu'il soit puissant, devait faire face à la réalité d'une minorité blanche fortement armée et à une instabilité économique et à la menace de violences ethniques. Le génie de Nelson Mandela résidait dans sa disposition à faire des compromis pour le bien commun. Il a saisi les enseignements d'Haïti. Vous vous souvenez de cette série de vidéos que j'ai fait sur la révolution haïtienne qui démontrait que Haïti a été c'est une nation qui, après avoir réussi à renverser le joug colonial français, a été sanctionnée par une isolation économique et des décennies d'instabilité de la part des puissances occidentales réticentes à reconnaître la souveraineté des Noirs. Donc Nelson Mandela redoutait qu'une telle situation se produise en Afrique du Sud, et alors qu'un transfert radical de pouvoir en Afrique du Sud, notamment par le biais de l'expropriation des terres ou de la justice réparatrice, n'entraîne non seulement une résistance de la part des Blancs et des violences, mais également une réaction internationale susceptible de paralyser la nouvelle nation.
Ainsi, Nelson Mandela et l'ANC ont convenu d'un règlement négocié. Premièrement, le pouvoir politique et la continuité économique. Les Sud-Africains noirs ont acquis le droit de vote et d'une représentation politique. Cependant, la structure économique, terres, mines, banques, était demeurée principalement entre les mains des Blancs. Puis il y a eu en second point le report de la réforme agraire. Le gouvernement a adopté une approche de vendeur volontaire, acheteur volontaire, proposant une indemnisation aux propriétaires terriens blancs plutôt qu'une expropriation immédiate. Cela signifiait qu'encore, des décennies plus tard, la grande majorité des terres arables demeurait sous propriété blanche. La vérité et la réconciliation plutôt que la rétribution. Au lieu d'instaurer des procès à la manière des procès de Nuremberg qu'il y avait eu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique du Sud a mis en place la commission de vérité et de réconciliation, permettant aux auteurs de crimes liés à l'apartheid de se confesser en échange d'une amnistie. Cela a permis d'éviter des représailles massives, mais a laissé de nombreuses victimes sans justice. Les compromis de Mandela n'ont pas rencontré un consensus universel. De nombreux membres de la communauté noire ont ressenti un sentiment de trahison face à la lenteur de la transformation économique. Cependant, l'approche de Nelson Mandela a, pour moi, permis d'éviter une guerre civile et a orienté l'Afrique du Sud vers une voie de stabilité relative, lui conférant une reconnaissance mondiale en tant que bâtisseur de paix. Maintenant, voyons ensemble la solidarité panafricaine et les alliances mondiales. La lutte de Nelson Mandela n'a jamais été isolée en réalité. Tout au long de sa vie, il puisa sa force et son soutien dans le vaste mouvement panafricain. Les pays voisins, Zambie, Tanzanie, Mozambique, Angola et Zimbabwe ont offert un refuge, une formation et un soutien logistique à l'ANC en exil, souvent au prix de sacrifices considérables pour eux-mêmes. Le Nigeria a instauré notamment une taxe Mandela à l'encontre de ses concitoyens afin de financer le Congrès national africain, l'ANC. Tandis que l'Organisation de l'Unité africaine a contribué à faire de l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, un État paria. Nelson Mandela a également échangé des idées avec d'autres figures mondiales de la justice. Il a cité le Dr Martin Luther King Jr. comme une source d'inspiration en reconnaissant la lutte commune entre l'oppression raciale tant en Amérique qu'en Afrique du Sud. Il s'est inspiré des erreurs et des réussites d'autres dirigeants post-coloniaux, s'efforçant de tracer une voie qui éviterait le chaos et les représailles qui ont suivi l'indépendance dans des pays tels que le Zimbabwe. La solidarité internationale s'est révélée essentielle. Effectivement, le mouvement mondial contre l'apartheid, comprenant des manifestations étudiantes, des boycotts économiques et une pression diplomatique, a contribué à isoler de plus en plus le régime et a rendu la poursuite de sa domination minoritaire insoutenable. Donc Nelson Mandela est devenu un symbole pour les combattants de la liberté à travers le monde, mais il n'a jamais perdu le coût de l'acceptation internationale. Il était conscient que, pour éviter le sort d'Haïti, comme je le disais, l'Afrique du Sud devait rassurer les puissances occidentales et les investisseurs quant à la pérennité de leurs intérêts afin que leurs investissements ne soient pas anéantis ou ne disparaissent pas du jour au lendemain. Donc il fallait apporter une forme de continuité, on va dire, aux investissements qui avaient été réalisés. La présence de Nelson Mandela, qui fut pour un mandat, donc de 1994 à 1999, a suscité un élan d'espoir et de réconciliation, tout en maintenant néanmoins des inégalités structurelles profondes. Le règlement négocié qui a mis fin à l'apartheid était à bien des égards une trêve, plutôt qu'une véritable révolution, notamment sur le terrain et les richesses. À l'heure actuelle, plus de 70% des terres agricoles en Afrique du Sud demeurent toujours entre les mains de la population blanche. La majorité noire continue de faire face à un taux de chômage élevé, à la pauvreté ainsi qu'à un accès limité à une éducation et des soins de santé de qualité. Les critiques soutiennent que l'apartheid économique perdure sous la surface de la liberté politique. Mais il n'empêche qu'il y a quand même l'essor d'une classe moyenne noire et d'une classe haute noire également. Donc, ce qui n'empêche qu'il y a quand même un déséquilibre dans l'occupation des terres agricoles tout de même. Les tensions sociales, le rythme lent de la réforme foncière et de la transformation économique a engendré de la frustration et des troubles occasionnels. Les mouvements de base exigent désormais des changements plus radicaux, faisant écho aux revendications qui avaient été reportées dans les années 90. Notamment la promesse
que chaque Sud-Africain noir aurait le droit à une maison. Mais on voit toujours tout de même des townships qui continuent d'exister en Afrique du Sud. La perception mondiale. L'image de Nelson Mandela en tant que réconciliateur quasi saint peut parfois masquer des réalités d'injustice persistantes. Ces compromis sont salués à l'étranger, mais sur le plan national, ils suscitent un débat extrêmement intense. Nelson Mandela lui-même a reconnu les limites de ces réalisations. Il comprit que le travail de libération était loin d'être achevé, que les générations futures devaient s'attaquer aux héritages économiques et sociaux de l'apartheid. C'est-à-dire que tout a été, on va dire, décalé dans le temps pour donner un semblant de perspective avant d'aborder des sujets, on va dire, difficiles. Regardons maintenant ensemble quel est son héritage entre héroïsme et les choix difficiles. Nelson Mandela demeure toujours aujourd'hui une figure emblématique, mais son héritage est autant marqué par le pragmatisme que par l'héroïsme. Il a opté pour la paix plutôt que pour la vengeance, pour la stabilité au lieu d'une transformation radicale, et pour le compromis plutôt que pour la confrontation. Ces choix ont épargné à l'Afrique du Sud les horreurs de la guerre civile, d'après moi, et de l'isolement international dont Haïti a souffert depuis près de 300 ans aujourd'hui. Cependant, ils ont également laissé des blessures profondes et de l'apartheid seulement partiellement cicatrisées, d'après moi. L'exemple de Nelson Mandela nous incite à réfléchir de manière critique aux coûts et aux avantages du compromis face à l'injustice. Est-il préférable de préserver la paix, même si cela impliquait de laisser certaines injustices non réparées, ou la véritable justice devrait-elle exiger davantage, indépendamment des risques encourus? Ce qui est indéniable, c'est que le leadership de Nelson Mandela a été façonné par une compréhension approfondie de l'histoire, une capacité à entrevoir une disposition à tirer des enseignements des tragédies d'autrui, ainsi qu'un engagement inébranlable en faveur de l'unité. Et puis un retour à la non-violence, parce qu'on voit qu'il est passé de la non-violence à la lutte armée, tout en revenant à une forme de non-violence avec les compromis qu'il a pu réaliser pour éviter une guerre civile. Son récit nous rappelle que le chemin vers la liberté n'est jamais aisé, et que les décisions que nous prenons dans la quête de la justice peuvent façonner une nation pour des générations. Alors, chers amis, en guise de conclusion, que pouvons-nous dire? Alors effectivement, alors que nous concluons ce chapitre panafricaniste de notre série Titans de l'Histoire, le parcours de Nelson Mandela intervient un petit peu comme un aboutissement, une réflexion, une profonde réflexion sur la lutte pour la libération à travers le continent et la diaspora noire ou africaine. Les choix de Nelson Mandela nous rappellent l'énorme fardeau, mais l'énorme tension et le fardeau supporté par ceux qui dirigent des mouvements pour la justice, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, mais dans tous les pays où cette pression à la fois d'occupation existe. Parce que jonglant entre le rêve d'une véritable liberté et la dure réalité selon laquelle la quête de la justice à tout prix peut parfois impliquer de mettre en péril les vies mêmes de ceux que nous aspirons à élever, eh bien, son parcours jalonné de compromis douloureux est une réminiscence qui nous permet de voir comment il a pu façonner cette vision par la nécessité de préserver une paix fragile en réalité et d'éviter une violence catastrophique qui a trop souvent suivi les révolutions dans d'autres contextes. Et je l'ai déjà dit, pour moi, l'exemple le plus parfait de ça, c'est Haïti. Haïti, quand vous regardez, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais la série sur Haïti, il faut la regarder, c'est absolument frappant. Les répercussions à la fois géopolitiques, économiques et naturellement de stabilité. Donc ça a été terrible. Donc tout au long de cette série panafricaniste que nous avons pu faire avec les Titans de l'Histoire, de l'intégrité révolutionnaire de Thomas Sankara à la vision panafricaine de Patrice Lumumba, en passant par la foi indéfectible du docteur Martin Luther King Jr., en la non-violence, jusqu'à la transformation de Malcolm X, qui est absolument extraordinaire, en faveur de l'unité et de la non-violence. Nous avons pu constater que les
que les plus grandes victoires dans la lutte pour la libération ont toujours été fondées sur l'unité et la non-violence. Pourquoi? Parce que après ces événements de lutte, il y a toujours une forme de réconciliation. Pourquoi? Parce que nous devons tous imaginer qu'il y a un futur à vivre ensemble. Il y a toujours un après. Ceux qui ne considèrent qu'il n'y a pas d'après vont vers le génocide. Ces phares de la non-violence et de l'unité, pour moi, ont éclairé la voie des dirigeants durant les moments les plus sombres, nous rappelant que l'objectif ultime ne se limite pas à la cessation de l'oppression, mais la construction d'une communauté où chacun peut prospérer et vivre ensemble, en paix, en fraternité. En réfléchissant aux enseignements de l'unité et de la non-violence issus des mouvements de libération panafricains, nos pensées aujourd'hui se tournent naturellement vers toutes les personnes souffrant d'injustice aujourd'hui, qu'elles se trouvent du côté iranien, israélien ou même nos frères et sœurs palestiniens. La douleur de la perte éprouvée dans ces régions nous rappelle que le chemin de la division et de la violence ne fait qu'aggraver les blessures et prolonger la souffrance. Puissions-nous avoir cet esprit d'unité, de justice et d'amitié qui a guidé les titans que nous avons honorés, Sankara, Lumumba, King, Malcolm X, Mandela. Un jour également, pouvons-nous espérer que ces terres soient embrassées dans un avenir qui apportera réconciliation, respect mutuel et le pouvoir réparateur de la paix à tous les peuples, ainsi que afin que la dignité et l'humanité prévalent sur le conflit et le désespoir. Peut-on encore affirmer et constater que la libération constitue un chemin vers l'unité? La réponse résonnant dans les existences de ces titans est affirmative. La véritable libération ne se limite pas à la rupture des chaînes, mais constitue également à unir les mains au-delà des nations, des races et des histoires, dans une quête commune de dignité, de justice et de paix, vivre ensemble, partager quelque chose que nous avons tous en commun, cette planète bleue qui est absolument magnifique, qui est pleine de diversité, qui est pleine de richesse. Nous devrions chérir plutôt que de détruire. L'héritage de ces dirigeants extraordinaires que nous avons pu voir sur cette séquence panafricaniste nous incite à continuer de bâtir des ponts, à privilégier la réconciliation plutôt que la vengeance, et à garder à l'esprit que les révolutions les plus durables sont celles qui unissent plutôt que celles qui divisent. Sur cela, je vous remercie tous d'avoir suivi cette série Titans de l'Histoire. Et j'avoue que je ne fais pas beaucoup de vues, mais peu m'importe. Je fais cela pour partager ce qui est au fond de mon cœur, partager ce qui est au fond de mon âme. Et j'espère vraiment que nous retrouvons un chemin vers la paix. Parce que l'humanité a une capacité incroyable de faire le bien, mais aussi une capacité très importante à faire le mal. Et nous devons d'abord nous orienter et chercher à faire le bien pour tout un chacun. Peu importe la couleur de peau, la religion, peu importe. Mais que nous puissions vivre ensemble de manière fraternelle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle approche des titans de l'histoire avec une direction un petit peu différente. Ok. Merci, à très bientôt. Au revoir.